Bonjour à tous et à toutes, j'inaugure pour cette nouvelle vidéo ma toute nouvelle casquette et j'en suis très contente. Ça fait 2 mois que je n'ai pas publié de vidéo dans le vlog de rédaction de thèse et j'en suis désolée. Et en plus, malheur, en ce moment j'ai des problèmes aux doigts qui font que j'ai dû laisser de côté pendant un petit moment la rédaction de ma thèse. Donc tout ça n'est plus très frais dans ma tête. J'avais abordé dans les dernières pages de rédaction des questions de génération, enfin en tout cas d'appropriation générationnelle de la culture numérique. J'avais pour ce faire notamment pas mal relu mes fiches à propos d'un bouquin de Monique Dagneau sur la génération Y et relu des trucs qui avaient été écrits dans les années 2005-2010 sur les jeunes et les skyblogs et tout ça. Et donc c'est assez rigolo. Et ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est du coup une vidéo peut-être un peu moins rigolote que d'habitude, ou un peu plus longue. Il y a quelques temps, j'avais sorti une vidéo que j'avais appelée Rébus, dans laquelle j'avais présenté mes bouquins de thèse, un peu sous forme du rébut de ma thèse. Là, je vais le faire de façon beaucoup plus sérieuse, c'est-à-dire que j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouquins qui ont été importants dans mon cheminement de thèse, et je vais vous les montrer un à un petit peu façon booktube, et vous en lire un extrait et le commenter. Voilà, donc ça va faire un petit peu peut-être court, j'en sais rien, mais en même temps ce sont des livres trop chouettes pour penser l'écriture en contexte numérique, et tout ça. Donc je ne peux que vous inciter à regarder cette vidéo. J'ai tombé la casquette parce que j'ai conscience que en intérieur ça n'a pas beaucoup de sens. Et je vais commencer avec Milad Douei, qu'est-ce que le numérique? Alors Milad Douei, ça m'avait été conseillé tout au début de ma thèse par mon directeur de thèse qui m'avait dit que c'était une bonne porte d'entrée dans les études numériques. Et alors je n'ai que qu'est-ce que le numérique, qui est un tout petit bouquin écrit gros d'une 50aine de pages, édité au PUF. C'est pas forcément celui que je conseillerais de lire. Il vaut mieux lire la grande conversion numérique, qui est un peu plus épais, mais c'est le seul que j'ai. Et j'ai sélectionné un tout petit passage que je vais lire. Il va de soi que je n'ai pas l'intention de proposer une quelconque définition programmatique du numérique. Par contre, il me semble que la notion d'humanisme numérique, en partie à cause de sa fluidité et de son ancrage historique, son inscription dans la longue durée, est capable de nous permettre de mieux apprécier la transformation culturelle induite par le numérique, surtout dans un contexte dans lequel il est de plus en plus difficile de trouver un point de repère qui permette un regard à la fois prospectif et vigilant. Cette difficulté est constitutive de la culture numérique. Elle reflète le fait que le numérique, par sa nature même, opère des ruptures dans une continuité apparente. Portant sur des valeurs, des objets et des pratiques culturelles, nous offrant ce qui semble de simples reprises ou de modestes modifications ou transpositions de forme ou de format. Le cas du livre imprimé est ici exemplaire de cette propriété du numérique à doubler, au moins dans un premier temps, tout ce qu'il convertit. Cette conversion continue et, en raison de la socialisation des pratiques numériques, émane en grande partie du statut complexe du code informatique dans l'état actuel de notre civilisation. Je décode un peu. Milad Douei, en fait, à la base, il est historien des religions. Et donc, quand il forge l'expression humanisme numérique, ce qu'il dit, c'est que c'est dommage, en fait, que dans les recherches universitaires, en tout cas au début des années 2000, les personnes qui s'intéressent le plus au numérique, ce soient des informaticiens, des ingénieurs et aussi des juristes. Parce qu'en fait, tout simplement, on a dû modifier les lois pour qu'elles correspondent aux espaces numériques. Et il dit, mais en fait, nous aussi, les humanistes, nous avons un rôle à jouer parce que nous nous laissons distancer. En fait, le numérique est pervasif, c'est-à-dire qu'il se glisse partout dans tous les domaines de la culture, de la vie, etc. Et il modifie en profondeur les valeurs, les concepts culturels, etc. Et alors il prend l'exemple du livre imprimé qui est hyper intéressant. Quand il parle de cette propriété du numérique à doubler au moins dans un premier temps tout ce qu'il convertit, c'est en fait ce qu'on appelle l'effet diligence.
L'effet diligence, c'est qu'un objet culturel, on va essayer d'abord dans un premier temps de le transposer tel quel dans l'espace numérique, c'est ce qu'on appelle un rapport homothétique. Donc un livre imprimé qu'on met dans le numérique, ça donne un PDF par exemple, qui ressemble vaguement à un livre avec un format blanc carré. On a même des choses un peu kitsch, des lecteurs de livres où en fait quand vous appuyez sur le coin droit, ça fait un bruit de page qui se tourne. Enfin voilà, ça c'est l'effet diligence parce qu'on va en fait intégrer tel quel des formats dans le numérique. Alors qu'on a d'autres manières en fait de faire littérature dans le numérique. Donc lui, ce qu'il demande, c'est vous autres humanistes, c'est-à-dire historiens, littéraires, linguistes et tout ça, philosophes, intéressez-vous au numérique et à la manière dont il convertit tous nos usages et dont il convertit les concepts culturels. Et cette phrase aussi, elle est intéressante. Le numérique, par sa nature même, opère des ruptures dans une continuité apparente. Donc il faut pas être dans un discours de la révolution, il y a juste des ruptures, ni dans un discours trop continuiste, il faut être subtil. Bon, je suis désolée, je suis un peu nulle dans ma manière de vous parler de Milad Douéhi, alors que c'est passionnant, mais voilà, la grande conversion numérique, franchement, quand on veut s'initier aux enjeux culturels portés par le numérique, c'est trop bien. Deuxième bouquin dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, L'âge des cénacles, d'Anthony Gleaner et Vincent Lenné. Ça, c'est une découverte que j'ai faite lorsque j'étais en Master 2 et c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé dans mon mémoire de Master 2. C'est un bouquin de sociologie appliqué au cénacle, c'est-à-dire des groupes d'écrivains au XIXe siècle. Et en fait, ce bouquin qui est à la fois historique, c'est-à-dire qui va décrire vraiment dans leur succession historique les différents cénacles du XIXe siècle, et sociologique parce qu'il va décrire les espèces d'invariants d'un cénacle à l'autre, en termes de communication de groupe, de constitution du groupe, d'historicité des groupes, etc. Donc ce bouquin... Comment j'ai commencé ma phrase, j'en sais rien, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on se rend compte que cette analyse des cénacles, elle pouvait être transposée avec des effets de continuité et de rupture, à l'analyse des groupes d'écrivains en ligne. Et pour vous le prouver, je vais lire un petit extrait de l'introduction. Et cet extrait s'appelle « Qu'est-ce qu'un cénacle ?» Alors, c'est un phénomène historiquement circonscrit qui condense en lui-même 3 ordres de réalité. Une forme de sociabilité, une institution littéraire et une construction imaginaire. Donc la forme de sociabilité. Un cénacle est la réunion fréquente d'un nombre restreint d'écrivains et d'artistes dans un lieu privé, généralement au domicile de l'un d'entre eux. Vous pouvez transposer domicile par forum. Composé majoritairement d'écrivains et de peintres, il tend, par souci d'homogénéité, à rejeter tout élément exogène. Écoutez bien, les éléments exogènes, ce sont les femmes, les mondains et les journalistes. Ces caractéristiques le distinguent d'emblée de formes de sociabilité avec lesquelles il est souvent confondu. À la différence de celles qui se passent au café, ouvert au public, les réunions au Cénacle se déroulent dans un cadre privatif, à minima dans un espace cloisonné à l'abri du passage. C'est le cas sur un forum où il faut être inscrit, ou sur un serveur Discord par exemple. Contrairement à l'association et à l'académie, les relations entre ses membres ne sont pas réglées d'après des statuts ni organisées en hiérarchie explicite. Cette plasticité le différencie également du salon mondain, qui obéit à des codes spécifiques et s'articule autour de divertissements, danse, lecture, théâtre, conversation, jeux. Alors que le Cénacle resserre ses pratiques autour de la lecture et de la discussion. L'homme de lettres et l'artiste s'y rendent moins pour se délasser de leur activité créatrice que pour la réactiver et éprouver leurs œuvres au contact des pairs. Exactement ce qu'on fait sur des forums ou ce qu'on peut faire aussi sur des blogs ou parfois sur les réseaux sociaux. Quoique le Cénacle ne soit pas un atelier d'écriture collective, on y observe des pratiques qui relèvent de la collectivisation. Il se transforme en comité de rédaction lorsque ses membres fondent une revue à l'effigie du groupe. Typiquement, là j'ai vu émerger sur quelques forums, et aussi dépendant des ateliers d'écriture de de la revue, qui dépend des ateliers d'écriture de François Bon. J'ai vu émerger des espèces de petites sonothèques, qui seraient des revues issues du Cénacle.
Donc ils fondent une revue à l'effigie du groupe, ils élaborent de conserve un recueil ou préparent une exposition. Voilà, des activités de collectivisation. Il se mue à l'occasion en comité de lecture quand il réunit ses membres pour entendre en avant-première un ouvrage à l'état d'ébauche. Ça, c'est la bêta-lecture. Composé d'un public d'experts, donc que des écrivains, on se sert de lui comme d'un banc d'essai. C'est tout à fait ce qu'on fait quand on publie ses textes d'abord sur un forum ou sur un blog avant de les publier dans une revue ou dans un bouquin papier ou numérique. Hugo y essaye sa préface de Cromwell, etc. Plus que la lecture, la discussion, baptisée causerie, coucou grain de lettres, occupe l'essentiel des séances. Les correspondances et les journaux intimes nous renseignent abondamment sur le contenu de ces échanges, tantôt sérieux, tantôt légers, tout n'est pas grave dans les échanges, même en ligne. Tel jour on rapporte des ragots, tel autre on expose ses vues. On médit des confrères, on peaufine ses idées. Voilà, bon bref. La fréquentation intense et régulière des confrères enclenche également des mécanismes de socialisation. Très vite, le cénacle devient cohésif. Cette cohésion est assurée de façon positive par la conscience d'appartenir à une même corporation. Alors là, pour le coup, en ligne, ce serait sûrement moins le cas. Il y a même une résistance souvent des écrivains du numérique, j'ai l'impression, à avoir l'impression d'appartenir à un groupe. C'est peut-être plus fluide, j'en sais rien, c'est à voir ça. Et par la croyance dans les modes de légitimation dont la corporation s'est dotée, typiquement un concours par exemple sur un forum. De façon négative par son refus de l'establishment littéraire, des institutions dominantes et du marché de la littérature. Bon ça, on est ok sur internet. Je sais pas si c'est d'ailleurs tout le temps une bonne chose, mais le marché de la littérature, c'est rare de retirer 1 ou 2 euros de ce qu'on écrit sur internet. C'est pas inexistant, mais c'est rare. La solidarité est le corollaire naturel de cette unité professionnelle et vocationnelle. Les cénacliers s'encouragent, se stimulent, s'entraident, en un mot fraternisent. C'est que des hommes. En temps de paix, ils se serrent les coudes, en temps de guerre, ils serrent les rangs, etc. Camaraderie littéraire qui pousse l'écrivain moyen à se transcender, c'est elle qui propulse le débutant sur le devant de la scène, c'est elle enfin qui fait fructifier le capital symbolique du groupe. Car le cénaclier œuvre à la fois pour le cénacle et par le cénacle. Pour le cénacle parce qu'il recherche obsessionnellement le suffrage de ses pairs, par le cénacle parce que ses productions portent, après y être passées, la marque du collectif. Donc ça c'était tout l'aspect sociabilitaire du cénacle. On retrouve des choses, non ? Dites-moi en commentaire. Institution littéraire maintenant. Intimement associé à un complexe de valeurs éthiques et esthétiques, dont il vise avec plus ou moins de fortune la systématisation et l'explicitation, le cénacle est au XIXe siècle l'habitacle privilégié des mouvements littéraires et artistiques. En quoi il participe directement et activement à leur institutionnalisation. Une fois formé et pérenne, le cénacle finit par occuper, lui aussi, une fonction institutionnelle dans le champ littéraire et artistique. C'est une instance intralittéraire. Il réunit des représentants d'une fraction dominée du champ qui inspire à la dépendance vis-à-vis des institutions officielles et du marché de l'art. Typiquement, quand quelques écrivains numériques vont se réunir et former une revue pour ne pas avoir à dépendre de Galli-Grasseuil. Je schématise, Économiquement et symboliquement dominés, les cénacliers se détournent à des degrés divers des consécrations académiques et de l'estime du public pour se concentrer uniquement sur la reconnaissance de leurs compagnons, seule garante à leurs yeux de la validité de leur production, ça c'est très juste. En d'autres termes, l'institution cénaculaire, indifférente aux sanctions externes, génère ses propres modes de légitimation. Ce faisant, le cénacle fonctionne, pour le dire avec les mots de Bourdieu, comme un accumulateur de capital symbolique et de capital social dont profite tout le groupe. Le fondement de ce système auto-légitimant est la croyance collective que l'élite cénaculaire détient à elle seule une force de légitimation littéraire. Là, il est peut-être un peu dur. Cette croyance, dont dépend la survie du cénacle, est entretenue grâce à un dispositif sophistiqué dans lequel le choix du lieu, la périodicité des rencontres, l'instauration de rites protocolaires, la différenciation des rôles sociaux et l'aura du leader occupent un rôle prépondérant. Alors moi je dirais qu'il n'y a pas forcément de leader dans les espaces numériques. Il y en a plus souvent un dans les cénacles, tout simplement parce que c'est souvent la personne qui invite les gens chez elle. Un forum, c'est pas chez quelqu'un, c'est chez tout le monde.
Hein. Voilà, ou une réunion de blog, c'est décentralisé. Je saute pas mal de trucs parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vais juste lire 2 ou 3 phrases pour la question de la construction imaginaire, parce qu'elle est intéressante aussi. À la fois forme de sociabilité induisant des phénomènes de socialisation et machine à fabriquer de la légitimation institutionnelle, le cénacle est enfin une figure de l'imaginaire, un objet de discours. Il y a un imaginaire du cénacle recouvrant son existence matérielle et d'une certaine manière se substituant à lui, le façonnant en retour. Une chose en effet est de comprendre comment le cénacle fonctionne, une autre de savoir ce qu'il signifie. Donc il faut voir les discours sociaux où le cénacle se trouve mis en scène. Les cénacliers ne cessent de se mettre en scène de façon plus ou moins codée dans leurs épigraphes, leurs dédicaces, leurs articles, leurs préfaces, leurs manifestes, leurs conférences et leurs interviews. Ça, il faut penser en fait à toute la production textuelle, et pas uniquement textuelle, elle peut être plus multimédia en ligne, qui vise à mettre en scène les sociabilités et les esthétiques en ligne. Typiquement, moi j'ai fait ça en ouvrant cette chaîne YouTube. Mon projet, c'était une petite émission qui s'appelait L'heure du thé, où je faisais dialoguer des écrivains de forum. Ça, c'était une mise en scène en fait. C'était la création d'un espèce de discours commun et divergent parfois. Donc il y a aussi des représentations peintes et dessinées, ça j'avais travaillé dessus pour une journée d'études. Je vais m'arrêter là parce que bon, L'âge des cénacles, c'est un bouquin très très riche, et puis en plus si vous aimez beaucoup la littérature du 19e siècle, vous allez voir que ça va vraiment densifier vos connaissances, d'autant plus que on a un imaginaire du 19e siècle, et c'est ce qu'ils disent dans l'introduction, avec des écrivains qui seraient des espèces d'électrons libres, alors qu'en fait ils écrivaient tous en groupe et ils échangeaient moult ragots. Ensuite, autre livre important, L'écriture sans écriture de Kenneth Goldsmith, dans la traduction de François Bon, sous-titré Du langage à l'art numérique, et aux éditions Jean Boîte. Alors les éditions Jean Boîte, c'est une maison d'édition qui est hyper intéressante parce que leur projet, c'est d'éditer leurs livres simultanément en plusieurs langues. C'est pas une maison d'édition francophone ou anglophone ou je sais pas que sont les autres langues d'ailleurs. Et bref, là c'est la collection Uncreative Writings, dont on dit que c'est une collection de poésie conceptuelle, d'écriture sans écriture et de ready-made en littérature. Elle invite des auteurs et des artistes qui révèlent le langage à l'heure du digital, sa qualité, sa fragmentation, etc. Bon, l'écriture sans écriture. Alors Kenneth Goldsmith, il est lui-même poète. C'est le fondateur du Web, qui est une des bases de données numériques les plus riches au monde, et qui contient beaucoup de films, de vidéos, de pistes audio, de poésie sonore. Enfin, voilà, plein de choses de littérature et d'art expérimentaux du XXe et XXIe siècle. Donc c'est une petite mine du Web. Et donc l'écriture sans écriture, c'est un essai écrit par Kenneth Goldsmith. Alors c'était quand ? C'était en 2018. 2011 pour la VO, 2018 pour la VF. Et il a travaillé sur toutes ces écritures contemporaines qui fonctionnent à partir de matériaux préexistants. Je vous lis un tout petit paragraphe de l'introduction, comme ça vous allez mieux comprendre. Le monde est rempli d'objets plus ou moins intéressants, je n'ai aucune envie de lui en faire supporter un de plus, déclare en 1969 l'artiste conceptuel Douglas Huebler. J'en suis venue à adopter son idée, mais en la reformulant ainsi. Le monde est rempli de textes plus ou moins intéressants, je n'ai aucune envie de lui en ajouter un de plus. Cela semble la réponse qu'exige la nouvelle condition de l'écriture aujourd'hui. Face à une quantité accessible de textes sans aucun précédent, le problème n'est pas d'en écrire plus, plutôt d'apprendre à négocier avec ce gigantesque amas existant, notamment l'amas du web. Comment je me fraye mon chemin dans ce maquis d'informations, comment je le gère, comment je l'analyse et le distribue, voilà ce qui distingue mon écriture de la vôtre. La critique littéraire Marjorie Perloff a récemment commencé à se servir de l'expression « génie non original »
pour décrire l'émergence de cette tendance en littérature. Son idée dans la prise en compte des changements apportés par la technologie et Internet est que notre notion de génie, solitaire figure romantique, n'a plus cours. Réviser la notion de génie doit se recentrer sur une maîtrise de l'information et de sa dissémination. Marjorie Perloff a forgé une expression « moving information », littéralement manœuvrer l'information, pour signifier à la fois l'action de déplacer le langage, autant que le fait d'être émotionnellement transporté par ce processus. Elle postule que l'écrivain d'aujourd'hui ressemble davantage à un programmeur conceptualisant avec brillance, construisant, programmant et mettant en action une machine d'écriture qu'à un génie torturé. Ensuite, il parle de l'Oulipo, des 100 000 milliards de poèmes de Cuno, voilà, comme autant de précurseurs. Voilà, donc l'uncreative writing, très intéressant. Alors, le corpus que j'étudie, c'est pas un corpus d'uncreative writing, mais c'est un corpus où les écrivains adoptent quelques-unes des écritures, des techniques d'écriture qu'on pourrait décrire comme non originales, donc en prélevant du matériau préexistant, parfois en ne citant même pas la source. Voilà. Livre trop bien, et puis en plus, c'est pas un essai strictement universitaire, ça se lit vraiment bien, et les éditions Jean Boîte sont... Enfin, c'est chouette ce qu'ils font. Je sais pas si vous voyez là, mais en fait, leurs notes de bas de page, c'est des notes de côté de page, et finalement, c'est très agréable. Et autre chose que je voulais montrer, parce que ça me semblait important de le montrer, mais j'ai pas sauvegardé de page. Ah oui, si, j'ai sauvegardé une page. Les captures d'écran sont en couleur. Ça peut paraître un peu bêta dit comme ça, mais en fait, pour moi qui travaille sur un corpus nativement numérique, je sais très bien par exemple que quand j'imprimerai ma thèse, ça me coûtera à peu près 10 fois moins cher de le faire en noir et blanc, mais que la perte sera considérable parce que les couleurs ont un sens autant que la ponctuation, enfin... Bon, là, peut-être pas dans... Bah si, justement, là, bon exemple. En fait, ce qui est bleu, c'est en première personne, et ce qui est gris, là, en train d'écrire, c'est en troisième personne. Donc voilà, elles possèdent un sens, là, les couleurs. Les couleurs des smileys possèdent un sens. Donc le noir et blanc n'est pas légitime. Et en fait, j'avais mis un petit marque-page là, parce que je voulais vous lire un extrait, donc cette vidéo va être longue, je le sais désormais. Mais parce que Kenneth Goldsmith a écrit des choses sur les émotions lors des échanges numériques qui, moi, m'ont fait du bien. Parce que je trouvais qu'il y avait très peu de représentations littéraires de ce type d'émotions. Depuis, j'en ai trouvé d'autres, mais bon, voilà. À l'époque, c'était très nouveau pour moi. Quand j'envoie un tweet, le premier segment de cet intervalle est souvent le silence, tandis que le message se fraye son chemin dans le réseau, produisant doute et anxiété de mon côté. Qu'ai-je fait de travers? Qu'ai-je complètement raté? Si c'est le cas, une réponse sévère va venir me frapper en retour, confirmant mon doute. Peut-être que mon tweet était simplement trop inintéressant pour mériter une quelconque réponse. Et je suis toujours dans le silence, à un intervalle qui me semble éternel. Je retiens ma respiration. Pendant un moment, je pense à effacer mon tweet. Puis soudainement, un like apparaît, puis un autre et un autre. Je sens mon corps se détendre, la tension partir de mon visage et ma confiance revenir. Je considère ces likes et retweets comme les formes d'une monnaie médiatique symbolique et sociale, après tout il n'y a pas de monnaie ici, qui me soutiendra jusqu'au moment d'écrire le tweet suivant. En cela, mes envois en ligne constituent un arc narratif de trépidation suivi de rédemption. De la même façon, quand j'envoie un contenu en ligne, tout le temps que je passe à attendre une réponse m'impose un état élevé de télépathie. Alors que les vitesses du web augmentent, elles ne permettent toujours pas l'instantanéité. Quand j'envoie un courrier et qu'elle apparaît dans la case « Envoyer », de ma boîte mail, l'attente d'une réponse de mon destinataire ne me quitte pas, alors que bien d'autres pensées me traversent dans le long intervalle durant lequel j'attends un retour. Mais en ligne, je suis totalement consumée et concentrée sur cette réponse. Je presse sans arrêt l'icône de rafraîchissement de la page, si l'on peut l'appeler ainsi. Je me trouve souvent dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit d'autre. Je suis totalement présent, concentré à l'extrême, avec une seule chose à l'esprit qui me fait ressentir cet intervalle électronique, comme étant encore plus long, émotionnellement et physiquement parlant, que ne l'était le système postal.
Les échanges SMS sont pleins de tels intervalles. Chaque fois que j'envoie un texte à quelqu'un, c'est toujours suivi d'un silence de mort qui peut durer de quelques secondes à quelques jours en admettant qu'il y ait réponse. Pour les gens comme moi qui mettent parfois plusieurs mois à répondre, c'est très anxiogène de lire ça. Puis soudain, le téléphone revient à la vie, je vois 3 points glisser de gauche à droite, m'indiquant que la personne est en train de rédiger une réponse, d'où la capture, avec les petits 3 points. Je peux littéralement sentir la présence physique de la personne qui répond. Si c'est un échange tendu et dense de SMS, comme dans la description ci-dessus, je suis aussi nerveux que lors de l'envoi d'un tweet. Alors la dimension physique, c'est parce que c'est un signe de présence en fait, le 3 petits points. Fanny George aurait un mot très précis pour parler de ça, mais j'ai oublié. Alors mes mains sont moites, mon estomac se contracte, mon pouls accélère, je suis collée au téléphone. Bon, c'est intense, là, on voit... C'est comme quand on était en 6ème et qu'on écrivait sur MSN et qu'on demandait à une fille ou un garçon « Coucou, tu veux sortir avec moi ?» et qu'on attendait la réponse avec le cœur, la moiteur et tout. Voilà. Comme pour le tweet, ce moment me semble une éternité jusqu'à ce que finalement les mots si anticipés s'affichent sur mon écran. On dit que nos appareils nous séparent, nous rendent moins humains, mais je suis bien en peine de savoir comment de telles interactions, qui se produisent tous les jours, plusieurs fois par jour, me déshumanisent. Tout le temps que dure cette attente, j'accorde une attention bien plus grande à quelqu'un qui n'est pas présent qu'aux personnes qui sont dans la pièce avec moi. Là, elle exagère parce que franchement, quand on est en train de discuter avec des gens dans une pièce, il y a match. Si quelqu'un est en face de moi, je ressens ces nuances émotionnelles avec une telle précision que je tends à les prendre pour argent comptant. Tandis que dans mes interactions électroniques, et c'est bien étrange, l'absence crée une présence plus dense que la présence réelle. Tout cela semble familier, salé, se souvenir de ce que disait Marshall McLuhan, tout média électronique est une extension de notre système nerveux central. Bref. Moi, quelqu'un qui dit que la présence numérique est une présence encore plus grande que la présence physique, ça me plaît parce que c'est toute mon adolescence et mon jeune âge adulte, de mettre beaucoup d'intensité émotionnelle dans les échanges numériques. Bon, je fais une petite pause parce que j'ai soif. Je reviens. En fait, je vais faire une prise très courte pour dire que c'est une petite pause IRL que je fais, mais c'est une grande pause dans la fréquence de postage parce que au total, j'ai déjà presque une demi-heure de vidéos et que je sais très bien que sur YouTube, les vidéos de 1 heure sont rédhibitoires et que je sais très bien que l'algorithme YouTube favorise les publications régulières en termes de visibilité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poster cette première moitié un jour et la deuxième, que je vais mettre prête à tourner, la semaine suivante. Et ainsi, je vais mettre encore moins d'immédiateté dans ma présence numérique que ça ne l'est déjà. Désolée. J'ai pas pris la bonne formulation, mais vous voyez l'idée. Au revoir.